Alors, s'il y en a qui savent à quel point le calcul est stratégique, c'est le CEA et la direction des applications militaires. Donc, c'est Didier Juvin qui va nous présenter où ils en sont. Question comprise. Voilà, je te mets ici à 20 minutes. D'accord, super. Merci. Bonjour à tous. Je suis très heureux de présenter aujourd'hui donc effectivement la stratégie du CEA dans le cadre notamment de cette course vers les machines parallèles. Et globalement, donc, pour reprendre un peu la présentation de Philippe, évidemment, je ne peux qu'associer l'intérêt sociétal du calcul intensif pour la simulation. Et bon, j'ai un peu une slide qui ressemble un peu à la tienne. Alors, j'ai mis au centre des besoins, parce que effectivement la simulation est un axe transverse fort et très structurant aussi au CEA, et notamment au niveau de la sécurité globale depuis 1996, où la garantie des armes ne peut être faite que par la simulation. Donc ça a beaucoup tiré les besoins en termes de calcul intensif. Mais il y a plein d'autres domaines dans lesquels le CEA est fortement engagé, notamment la fusion pour l'étude des turbulences d'ITER, dont on avait vu, l'astrophysique, l'étude de la formation des galaxies, et notamment là récemment la fusion de deux étoiles qui a déclenché des ondes gravitationnelles. Pour comprendre ces phénomènes, la simulation est très importante. Donc tout ce qui est la recherche académique est importante dans l'étude de l'impact des hommes sur le climat, sur la dynamique moléculaire, prédire le comportement de matériaux à partir de leur structure moléculaire. Là, vous avez ici un exemple sur les nanotubes de carbone. La médecine personnalisée, donc à partir de votre ADN, comprendre vos vulnérabilités et en déduire les bonnes molécules qui seront adaptées à vos maladies. L'imagerie médicale, et pour terminer l'énergie nucléaire notamment. Tout à l'heure on a parlé du digital twin. C'est vrai que c'est un énorme challenge en termes d'avoir le jumeau en termes de réacteur qui permet de donner tous les modes de fonctionnement en temps réel et comprendre en temps réel l'état dans lequel se trouve le réacteur. Donc le CEA fédère un grand nombre de besoins en simulation numérique, et le calcul intensif en est la clé, et c'est un enjeu à la fois de souveraineté et de compétitivité. Donc la stratégie du CEA repose sur les trois piliers à l'image de la stratégie nationale et européenne. Les besoins applicatifs du CEA reposent sans cesse nos limites en simulation multiphysique et multi-échelle. Et donc, par exemple, que ce soit pour la recherche académique au travers de la maison de la simulation, que ce soit au niveau des besoins de la sécurité globale pour la défense, ou que ce soit au niveau industriel, au travers notamment du campus TerraTech et du pôle de compétences. Donc cette dynamique conduit aussi à un regroupement exceptionnel qu'on a dans la région autour de l'Arpajonnais, puisque à ma connaissance c'est la seule place au monde où on a à la fois des supercalculateurs pour l'Europe et pour le monde académique, qui sont le calculateur de Gemsky, la Curie, qui a été présenté, puis Irène, la Curie bientôt. Mais aussi pour le domaine de l'industrie, où nous fédérons un grand nombre d'industriels qui mutualisent leurs besoins de recherche, leurs besoins de puissance de calcul et de partage d'expertise autour du CCRT, et dans le cadre de la défense, avec actuellement les implantations de Terramil, dont je vais vous parler un petit peu plus. Donc, tout naturellement, le troisième pilier technologie, nous sommes aussi fortement impliqués dedans.
Et le CEA, ça conduit l'État à placer le CEA en tant qu'opérateur pour développer les technologies nécessaires pour l'exascale dans le cadre du plan national supercalculateur. Et de développer toute la chaîne de valeur pour d'être un des piliers pour développer toute cette chaîne de valeur. Il y a notamment un labo commun que nous avons avec Atos Bull, Extreme Computing, et un labo commun avec le CEA UVSQ et Intel autour des applications exascale. Nous sommes aussi, bien entendu, fortement impliqués au niveau de l'Europe, dans le TP4HPC, dans l'initiative EuroHPC, etc. Je vais revenir un petit peu donc, sur le programme de R&D, puisque c'est aujourd'hui un point important. Nous préparons les technologies pour l'exascale. Comme ça a été dit précédemment, c'est un enjeu important en termes de compétitivité. Le fait de maîtriser au niveau national ces technologies peut induire, de par ses dérivés, induirait de 2 à 3% de PIB supplémentaire en France. Et cette maîtrise, en plus, est un enjeu de souveraineté, à la fois pour les besoins de sécurité, mais aussi pour un certain nombre de besoins dans le cadre des transports, etc. Et donc, pour lequel, au niveau national, il y a une forte mobilisation. Et à tel point qu'en 2014, François Hollande avait lancé le plan supercalculateur et avait décidé, dans cet objectif, a confié au CEA l'opération de ce plan. L'objectif du plan supercalculateur, c'est de disposer en 2020 de la capacité de concevoir et de réaliser des ordinateurs compétitifs, scalables et de très grande puissance, et de pousser l'industrie française dans le top 3 mondial. Donc c'est un programme qui est en deux temps et qui a des défis très importants. Le premier défi, c'est l'efficacité énergétique, à la fois en termes d'architecture du processeur, d'architecture du nœud de calcul pour vraiment maximiser le nombre de gigaflops par watt, et aussi la maîtrise de la consommation électrique dans tout le système, c'est-à-dire du niveau du composant jusqu'à l'ensemble du système. Le deuxième enjeu, c'est la partie interconnexion. Interconnecter des centaines de milliers de nœuds de calcul, des millions de cœurs, amène un enjeu important en termes d'interconnexion. Donc développer une valeur ajoutée en termes d'interconnexion, de réseau d'interconnexion à faible latence et à grande bande passante. L'autre enjeu, c'est la maîtrise de l'énorme volume de données au niveau de l'exascale. Donc là, globalement, quand il faut gérer des centaines de milliers de nœuds de calcul et toute la production de données qu'ils font, ça implique une gestion à tous les niveaux, donc des systèmes de fichiers, la gestion de systèmes de fichiers adaptés aux très grands clusters, des stratégies aussi pour essayer de minimiser les déplacements de données, puisque le déplacement de données coûte très, très cher. Jad Nongera montrait qu'il y avait un facteur 1000 en termes de coût d'énergie. Donner aussi un haut niveau de résilience et de disponibilité de l'application, et développer les modèles de développement et d'exécution adaptés, c'est-à-dire ça veut dire des outils adaptés pour simplifier l'expression du parallélisme, des stratégies d'allocation de tâches et d'exploitation de ressources hétérogènes, etc., dans l'optique de l'exascale. Et donc les solutions qui doivent être développées dans le cadre de ce programme doivent être faites avec un objectif économique, donc un objectif de compétitivité, à la fois dans le terme du coût de des machines, mais aussi du coût de l'opération, c'est-à-dire de l'exploitation. Donc les outils qui sont autour doivent rendre la machine exploitable et industriellement rentable. Donc comme je l'ai dit, c'est un programme en 2 temps.
La première phase donc, a été notifiée en 2014, mais avait démarré en 2013 de manière avec pour objectif de développer un système pré-exascale industriel jusqu'à 100 pétaflops. Cette démarche a conduit à la réalisation a abouti, et notamment les machines du Sequana aujourd'hui en sont l'illustration. TerraMil, que je vais vous présenter, est l'illustration, puisque ça a été le premier élément de série des résultats de cette gamme de machines. Et actuellement, nous sommes dans la deuxième phase, dans l'objectif de développer donc, des machines exascale industrielles à l'horizon 2020. Pour valider donc et monitorer tout au long de la réalisation du programme, il y a un certain nombre de Key Performance de KPI. Le premier, c'est le nombre de calculateurs présents au top 500, même si on sait que le top 500 est effectivement un peu aujourd'hui dépassé, mais aujourd'hui c'est quand même un indicateur qui est regardé. Le deuxième indicateur, c'est l'efficacité énergétique. Donc avec un objectif de progrès donc de gagner d'un facteur presque 15 de 2014 à 2020 pour atteindre plus de 28 gigaflops par watt en 2020. Des indicateurs en termes de marché, en termes économiques, donc l'accroissement du chiffre d'affaires de l'industriel, l'accroissement de sa pénétration à l'international, de son autofinancement, la part de l'autofinancement de la R&D. Et le dernier indicateur, c'est tout ce qui concerne la maturation des technologies, autrement dit la convention que nous avons établi, j'ai oublié de le dire en entrée, que nous avons établi avec notre partenaire Atos Bull pour répondre à ce que nous a confié l'État. Nous avons une convention pluriannuelle et chaque année, donc, nous avons un certain nombre de jalons qui balisent tout le travail technique qui est réalisé pour atteindre ces objectifs. Et un indicateur, c'est l'atteinte de chacun de ces jalons. Donc, comme je disais, la phase 1 a été un succès, a conduit donc à cette machine Sequana qui est un véritable concentré de puissance. Certes, c'est lourd, comme le signalait Philippe, puisque c'est un concentré aussi en termes de masse. Mais vous voyez sur la machine, je ne sais pas s'il y a une... Donc vous voyez sur une cellule Sequana qui comprend un grand nombre de cartes électroniques, 96 cartes. Sur une carte, voilà, vous avez une illustration avec une carte Sequana, KNL, dans laquelle vous avez 3 KNL. Plus donc on a toute la partie hydraulique, la partie refroidissement à l'eau chaude, la puissance de tous les PSU, et le réseau d'interconnexion. Donc c'est un système qui est prévu pour être complètement s'installer très rapidement dans un centre de calcul, puisque vous avez juste à raccorder l'eau, l'électricité des réseaux, tout le câblage est fait à l'intérieur du rack. Donc les résultats du R&D ont conduit à Sequana, ont conduit aussi à la réalisation d'un certain nombre de cartes, dont la carte KNL, à développer un réseau d'interconnexion très, très performant, le BXI, et a conduit à une solution donc on a atteint le jalon de plus de 6 gigaflops par watt, puisqu'on avait 6,5 gigaflops sur cette solution. Et au niveau logiciel, donc c'est une architecture qui est prévue pour gérer des très grands flots de données et une pile logicielle pré-exascale. Donc TerraMil, ça a été le premier numéro de série de cette suite industrielle, qui est constituée de 2 partitions.
Comme j'ai dit, refroidi à l'eau chaude, ce qui permet d'avoir un très grand gain en performance en PIE, parce que vous avez 1,1 de PIE. La première partition de TeraMil est basée sur des nœuds Haswell, donc 2196 nœuds Haswell, avec 128 gigaoctets par nœud. Donc, ce qui nous donne un total de 70 000 cœurs, auquel on rajoute un stockage rapide de 300 téraoctets, et donc une consommation électrique de 1 MW. Cette machine nous a permis de remplacer notre ancien système, donc elle est utilisée déjà depuis l'année dernière, elle a été mise en service en 2016, en production, et par rapport à Terrascent, qui faisait 1,25 pétaflop, celle a fait 2 fois plus en termes de pétaflop, 1,25 pétaflop, et consomme 5 fois moins. D'où un gain d'efficacité énergétique d'un facteur 10. Et là, nous sommes actuellement en train d'installer la bête de course, donc la deuxième partition de TeraMil, qui contient 8000 cœurs KNL, 8000 nœuds KNL. Donc, sur une carte que vous avez vue, vous avez 3 nœuds KNL. Donc, avec 128 GB, nous allons choisir une configuration à large mémoire, donc 128 GB par nœud, et plus 16 GB de mémoire rapide, etc. Donc, le nœud d'interconnexion, l'interconnexion est assurée par le BXI. Et en termes de consommation, donc on a aussi 4 pétaoctets de mémoire flash, de stockage flash, à très grande bande passante, de terabytes par seconde. Et en termes de consommation électrique, ça fait 4 MW. Autrement dit, par rapport à notre Terrascent initial, nous avons un facteur 25 en termes d'efficacité énergétique. Donc, au niveau des indicateurs, donc les indicateurs de la première phase, il y a eu 20 supercalculateurs dans le top 500. Bull en plus est le numéro 2 mondial en termes du nombre de systèmes installés de plus d'1 pétaflop. Au niveau de l'efficacité énergétique, comme on l'a dit, 6,5 gigaflops, ça a été le premier élément de cellule a figuré au top 500 de l'année dernière, et avec un DXI. Au niveau accroissement du marché, indicateur économique, nous avons, on peut dire que le programme Exascale est un programme qui a des très bonnes images au niveau international. Ça a permis à Bull d'accroître son chiffre d'affaires à peu près de 50% en 4 ans, de doubler son volume de commandes, d'atteindre des marchés à l'international qu'il n'avait pas pu obtenir. Et donc globalement, cet indicateur a été très, très positif. Et concernant les jalons de la convention, tous les jalons ont été atteints dans les temps. Donc j'ai mis cette slide juste pour illustrer que les retombées de la R&D, c'est pas uniquement les systèmes haut de gamme, il y a eu aussi des retombées dans les bullions, notamment les machines plus petites, les serveurs de plus bas coût. L'intérêt des bullions, c'est aussi d'avoir des nœuds à très large mémoire, donc pour l'analytique c'est très intéressant. Et récemment, il s'est annoncé que c'était distribué aussi par Dell, donc globalement, ça va rajouter en termes de volume le nombre de machines diffusées. Ça a été annoncé en août. Là, j'ai mis sur la droite un certain nombre de grands marchés qu'a obtenu Bull cette année, notamment Artri, le centre pour leur centre de calcul. Bon, en tête, j'ai mis la machine TeraMil, évidemment. Mais il y a Sorsara, ils ont gagné des marchés au Brésil, etc. Donc il y a eu un certain nombre de gains. Donc, je vais peut-être un petit peu accélérer, je crois qu'au niveau du temps. Donc je vais vous parler au niveau de la deuxième phase du programme de R&D, qui a été lancé en janvier 2016. Donc par rapport à la première phase, on a pris en compte il y avait un point
d'arrêt à ce niveau-là, donc on a été reconforté par l'État pour la suite. Mais on a proposé une certaine évolution, notamment pour prendre en compte le contexte technologique, notamment l'évolution de la loi de Moore, le ralentissement de la loi de Moore qui a été illustré tout à l'heure, la limitation de densité qui fait qu'on n'a plus d'accroissement de la fréquence, mais par contre on a de plus en plus de fonctionnalités dans les processeurs, qui fait que globalement, par exemple, quand on voit ce KNL arrive à exploiter 64 en un cycle, 60 sur chaque heure, 64 unités de calcul simultanément, ceci, c'est très difficile. Donc on voit l'écart qui augmente entre la puissance crête et ce qu'on sait effectivement utiliser au niveau du logiciel. Par ailleurs, il y a le positionnement des techno-providers. On voit effectivement donc Intel qui est en position aujourd'hui quand même très centrale, et il faut pour accroître pour ne pas étrangler les intégrateurs, il faut rouvrir le jeu, et dans ce contexte-là, d'autres pistes aussi sont évaluées dans le cadre du programme de R&D, notamment ARM et ALD. Bon, par ailleurs, en termes d'évolution méthodologique, les codes de simulation prennent de plus en plus en compte donc les techniques, les retombées de l'intelligence artificielle, notamment sur l'apport boîte noire, l'apport capacité de généralisation des réseaux de neurones, etc. Bon, je ne vais pas détailler. Donc, globalement, ces deux points-là ont fait évoluer la phase 2 du plan. Donc l'objectif, c'était d'accroître la valeur nationale ajoutée, donc d'accroître la valeur amenée par l'intégrateur U, puisque l'objectif c'est de monter dans les top 3 mondiaux, de répondre à ces challenges que j'ai indiqués au départ, et bien entendu d'exploiter tous les résultats de la première phase. Donc l'objectif de la phase 2, c'est de faire un système, d'une part de concevoir un nœud de calcul très dense au niveau efficacité énergétique, et d'autre part de faire un démonstrateur de classe hexaflopique, c'est-à-dire capable d'aller jusqu'à l'hexaflop. Donc les cinq topics de la convention sont résumés ici. J'avais un slide, je vais rapidement les passer parce que j'ai plus beaucoup de temps. Mais donc, en ce qui concerne les computing resources, donc toute l'architecture, les résultats donc, de la convention ont amené déjà les lames Skylake, les lames GPU à base de Pascal, mais aussi une lame à base de ARM avec Cavium THX2. Ça, c'est les résultats du projet Mont Blanc. Et les axes d'effort vont être dans l'accroissement de la densité computationnelle des nœuds de calcul, à la fois au niveau du chip, au niveau donc en rapprochant l'interconnexion du processeur, et au niveau du système en termes de watts par heure. Et ceci en liaison étroite avec les initiatives européennes, que ce soit Post-Hexanode, Mont-Blanc 2020 ou les initiatives dans le cadre de EuroHPC. En ce qui concerne le deuxième challenge, l'interconnexion, donc la première phase du réseau d'interconnexion a conduit effectivement à une première génération de réseaux très performants, deux circuits, un switch et un NIC très performant de bulles, le BXI. Et la deuxième phase va consister à rajouter des fonctionnalités dans le réseau pour accroître les performances, accroître la bande passante et ouvrir vers un certain nombre d'autres processeurs. Le troisième domaine, c'est évidemment la gestion des données, notamment l'engorgement des entrées-sorties. Plus vous avez de nœuds de calcul, évidemment, il y a le problème de gestion de ces énormes flux de données. Donc, les premiers résultats, nous avons développé des outils de délégation d'entrée-sortie qui permettent de décharger le serveur d'un entrée-sortie lustre central.
La future génération consiste à développer vraiment une nouvelle génération de systèmes d'entrée-sortie pour aller à l'exascale. Le quatrième domaine, c'est tout ce qui est la gestion des ressources. Donc l'objectif, c'est de développer de nouvelles approches pour, d'une part, administrer des systèmes exascale, gérer d'une manière sûre des très grands nombres de données, garantir la sécurité des données, et tout en étant ouvert. Donc ça amène trois axes d'effort. D'une part, développer une structure hiérarchique très hautement sécurisée pour installer, configurer, etc., un système exascale. Valider aussi donc tout de bout en bout la donnée, donc des architectures sûres de bout en bout, et étudier des solutions de virtualisation pour maintenir les applications dans leur qui ne pas perturber l'environnement, et garantir aussi une certaine ouverture, une certaine ouverture au niveau d'applicatif. Donc des solutions à l'exascale. Voilà, la prochaine étape, ça va être effectivement de valider ces outils à l'exascale. Le dernier point, c'est de développer des modèles de programmation et des runtime à l'exascale. Bon, pour terminer, donc, l'ensemble de ces technologies ont été menées dans un esprit de collaboration très proche avec notre partenaire Atos Bull, dans une optique de co-design. L'approche est aussi très ouverte puisque tout ce qui est une grande partie des logiciels sont en open source, ce qui permet de faire adhérer un certain nombre de communautés académiques et industrielles sur les choix qui ont été faits. Et juste pour conclure, donc les succès qu'on a eus, et aujourd'hui même on a des grosses comment dire, encore challenges à lever, mais nous sommes confiants pour l'avenir, c'est grâce à la démarche qui a été mise en œuvre, une démarche très complémentaire avec Atos, où Atos offre des solutions intégrées innovantes et nous amène de l'expertise industrielle. Nous, CEA, nous apportons un certain nombre de contributions majeures au niveau de l'innovation. Nous avons aussi notre retour utilisateur qui est important puisque nous utilisons le calculateur pour un grand nombre d'applications. Et ce retour en boucle très courte amène vraiment un échange gagnant-gagnant. Et donc, le deuxième message que je voudrais juste dire, c'est le dernier mot. C'est un défi qui est matériel et logiciel. Et c'est vraiment les deux côtés qui doivent absolument discuter entre eux. Donc, la clé du succès, c'est vraiment de travailler de manière très très proche entre les équipes du hard et les équipes qui développent les couches de base du logiciel, les couches plus élevées et les applications. Et tout ça dans un cycle court avec les utilisateurs. En conclusion, nous avons encore des gros défis devant nous, mais nous sommes confiants, nous avons jalonné notre parcours et nous sommes sur aujourd'hui des retours que nous avons déjà de notre premier système Theramine est très encourageant, et l'étape d'après pour la machine Isawa qui est prévue pour 2021, nous sommes très confiants. Donc Atos et CEA sont sur la voie de l'exascale. Merci beaucoup. On a le temps pour une ou deux questions. Moi, j'avais une question. Au niveau des applicatifs, alors j'ai pas envie de poser la question est-ce qu'elles sont prêtes, les applications, mais j'aurais envie de poser la question quelle est la part des codes qui ont été écrits dans les années 90 qui est encore utilisé sur ces machines-là? Ça, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, nos codes on a une part de legacy qui est très importante. Nos codes ont une très longue durée. Évidemment, les codes qui ont été conçus il y a 20 ans, aujourd'hui ont beaucoup plus de mal à passer
passé pour les mini-corps, être capable d'exprimer, d'utiliser toutes les différentes possibilités par la grosse structure, on la voit avec Théramine-2. Théramine-1, c'est du Haswell, c'est encore assez proche. Et c'est pour ça qu'on a voulu se doter d'une machine assez performante, parce que le calcul, puisque cette machine va nous permettre de nous préparer à l'exercice. Donc on a un certain nombre, aujourd'hui on a lancé un énorme chantier pour justement exploiter au maximum ces nouvelles capacités des parallélismes à refaire. Donc ça nécessite de réécrire 100% du code ou un petit peu moins quand même? Non, on ne peut pas réécrire 100% du code, mais d'abord il y a des axes d'optimisation. Donc on a eu une approche qui a été basée sur des mini-apps. On a extrait des parties représentatives des groupes les plus consommatrices en temps. Et on a travaillé sur ces approches-là. Mais on a donc ça, on travaille aussi en collaboration avec Intel, avec Bull et avec d'autres partenaires. Et on a appris un certain nombre de leçons et qui servent justement pour restructurer le. Mais on le fait d'une manière incrémentale. C'est-à-dire qu'on ne réécrit pas tout le code. Il y a quelques petits codes qu'on réécrit from scratch, mais dans beaucoup de cas, on a plutôt une approche incrémentale. Ce qui est très difficile parce que justement, Amdal nous fait une mobilité dans beaucoup de cas. Très bien, merci beaucoup.